Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez un nouvel épisode de Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Hassan Moubarak et dans cette émission, je reçois des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Pierre Salmon. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à l'École normale supérieure et membre de l'Institut d'histoire moderne et contemporaine, l'IHMC. Vous publiez Un antifascisme de combat, Armée l'Espagne révolutionnaire 1936-1939 aux éditions du Détour, un livre qui vient d'obtenir le prix Jean Clincard de l'Association pour l'histoire de l'administration des douanes. C'est une histoire des circulations des armes illégales acheminées aux républicains et aux révolutionnaires lors de la guerre civile espagnole. Je vous propose, Pierre Salmon, de commencer par quelques repères chronologiques pour situer le conflit. En effet, la Deuxième République espagnole est proclamée le 14 avril 1931, juste après des élections municipales qui ont donné une majorité à une coalition antimonarchiste. Donc le roi Alphonse XII part en exil sans abdiquer. Les rivalités entre les différentes factions s'intensifient, les gouvernements vont se succéder et les réformes tardent à être appliquées. En 1936, le 16 février, les élections législatives voient la victoire du Front populaire, le Frente Popular, une coalition des partis de gauche. Suite à l'assassinat d'un député monarchiste en juillet, les militaires se soulèvent le 17 juillet. Le mouvement part de la garnison de Melilla, au Maroc espagnol, sous le commandement du général Francisco Franco. Ce soulèvement va initialement échouer dans les grandes villes, et donc la guerre civile va s'installer dans la durée. Elle oppose le camp républicain au camp nationaliste, et elle trouvera sa conclusion par la victoire de Franco le 1er avril 1939, le lendemain de sa prise de Madrid. Est-ce qu'on peut, pour poursuivre ce bref résumé, rappeler qui sont les deux camps en présence, les républicains, les nationalistes ? Alors, bien sûr, pour cette présentation, je pense qu'il faut revenir sur ce fil chronologique que vous avez développé et sur cette histoire de la République et des ennemis de la République espagnole. Cette insurrection militaire, elle a deux volets. Elle a un volet militaire et un volet civil. Il faut rappeler qu'à cet égard que certains monarchistes, certaines formes politiques d'inspiration, groupes politiques d'inspiration fasciste, et sinon des droites réactionnaires en Espagne, refusent le jeu politique républicain. Certains vont s'en accommoder, d'autres non. Et dès 1931, il y a un refus clair et net de ce système républicain, avec des tentatives de coup d'État plus ou moins abouties. En 1935, il y a vraiment une accélération des préparatifs et 1936, l'élection du Front populaire décide les derniers à enclencher ces manœuvres en vue du coup d'État qui aura lieu en juillet 1936. Donc on lit souvent dans l'historiographie que c'est l'assassinat de Calvo Sotelo qui a décidé ce coup d'État, et finalement les derniers écrits en Espagne diraient plutôt qu'il avait été décidé, plusieurs fois repoussé, et que ça n'a été qu'un justificatif parmi d'autres pour légitimer ce soulèvement. Ce soulèvement, il est contre la République, et il est contre la République surtout de Front populaire. Ce Front populaire, c'est une coalition dirigée par différentes forces de gauche, soutenues par des groupes aussi plus ou moins radicaux, comme certaines forces révolutionnaires. Ce que va produire ce coup d'État, qui est effectivement un semi-échec ou une semi-réussite selon le point de vue, c'est une révolution sociale dans la grande majorité du pays et un délitement, pas total, mais partiel de l'État républicain. Et c'est-à-dire que ce gouvernement de Front populaire va perdre une partie de son pouvoir. Et on va se retrouver petit à petit avec une reconstruction, on va y revenir peut-être dans les échanges, une reconstruction de l'État républicain avec une reconstruction de l'armée, et une recentralisation des efforts entre ces différentes forces politiques. Et on va avoir un équilibre qui sera important et qui est aussi interrogé dans cet ouvrage entre des forces révolutionnaires d'un côté qui vont soutenir le camp républicain et des forces républicaines qui des fois vont demander à mettre fin, à repousser cette révolution. Donc finalement, peut-être le meilleur moyen de les définir, ça serait de parler de camp antifasciste, quand bien même il y a beaucoup de définitions de ce que peut être l'antifascisme, et ce camp antifasciste qui fait face à des insurgés. Bon, je préfère généralement le terme d'insurgés au terme de nationaux, nationalistes qu'on peut lire dans certains ouvrages, puisque les républicains étaient eux aussi nationalistes à pas mal d'égards. Oui, c'est vrai, des fois on peut remplacer nationaliste par franquiste, c'est peut-être un peu plus précis à ce moment-là. Mais alors du coup, si on prend ces deux camps, donc insurgés et antifascistes, quel est l'état des forces militaires en début de conflit ? Alors, c'est important de souligner qu'il y a un déséquilibre très fort et que ce déséquilibre, il ne sera jamais comblé.
vous avez d'un côté un déséquilibre matériel. Alors, la situation de départ, quelle est-elle? C'est l'Espagne qui est un pays neutre, et pays neutre qui est donc relativement sous-armé. Donc on dispose de fusils, on dispose de matériel léger, d'un petit peu d'artillerie, de quelques tanks, mais finalement de peu de matériel stratégique qui est nécessaire pour un conflit moderne. Très peu d'avions, très peu de tanks en quantité, et surtout pas des munitions pour mener ce conflit durant plusieurs mois, et encore moins plusieurs années. Donc on a un déséquilibre, et ce déséquilibre, il est marqué sur le plan matériel, on y reviendra avec l'assistance extérieure, mais surtout, et des fois on le souligne peut-être pas assez, sur les ressources humaines. Alors vous avez la majorité, au moins la moitié des officiers, même des fois 75% des officiers selon les rangs, qui rejoignent l'insurrection, ou certains qui se mettent en retrait, qui démissionnent. Finalement, la République doit tout reconstruire de zéro, et elle n'a pas d'armée. Elle doit reconstruire une armée sans l'encadrement, ce qui est pourtant un élément fondamental dans la conduite d'un conflit, alors que le camp insurgé, lui, est surtout le résultat d'une insurrection d'officiers, et assisté d'ailleurs par, on y viendra, par d'autres puissances militaires. Oui, justement, disons un petit mot sur ça, parce que ce déséquilibre est aggravé par l'intervention de forces extérieures. L'Allemagne nazie et l'Italie fasciste vont apporter leur soutien important, rapide, aux forces insurgées, alors que le camp dit républicain va avoir un petit soutien essentiellement soviétique. Quelle est à peu près l'ampleur de ce soutien étranger ? C'est un soutien important. On n'aurait pas pu avoir une guerre de 30 mois, presque 3 ans, sans un soutien extérieur important. La guerre civile espagnole, la manière dont on l'appelle le plus souvent, est aussi une guerre internationale. Elle devient très rapidement une guerre internationale du fait de ces interventions étrangères ou de ces soutiens étrangers. Effectivement, l'Allemagne et l'Italie soutiennent le camp franquiste, ou en tout cas les insurgés qui, peu à peu et même assez rapidement, seront dirigés par Franco, et en apportant énormément d'armes et d'hommes, un soutien matériel et humain. On pense à la Légion Condor, on pense au corps de troupes volontaires pour les Italiens, et du matériel relativement moderne, généralement très moderne. Le camp républicain, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'il y a le soutien soviétique. Ce soutien soviétique n'est pas immédiat, et surtout, s'il est quand même relativement important, et qu'il permettra, notamment pour les avions, pour les tanks, pour l'artillerie, de résister face au camp franquiste, il est inconsistant. Il est inconsistant sur la durée, c'est-à-dire que les livraisons sont vraiment irrégulières, parfois tardives, et pas toujours de qualité, et encore moins gratuites. C'est pour cette raison que le camp républicain, dès le début, doit trouver des sources d'approvisionnement en dehors de ce canal soviétique. Et un petit peu partout dans le monde, on fait ce qu'on appelle une tournée européenne, et sinon mondiale, dans la recherche de matériel de guerre. On voit que la France, dans cette partie-là, a un rôle relativement discret. Elle s'engage beaucoup moins que l'Allemagne et l'Italie. Elle est encouragée en cela par l'attitude de la Grande-Bretagne, et Léon Blum, le Premier ministre d'alors, propose à l'ensemble des pays européens le principe de la non-intervention dans le conflit espagnol, un principe qui n'est évidemment pas respecté par les Allemands, les Italiens et à moindre degré par les Soviétiques. Mais la France est un point de passage central, évidemment, pour les armes, du fait de sa proximité géographique. Vous avez dit qu'il y avait des circuits légaux, semi-légaux, c'est un peu la frontière grise, pour que les républicains puissent se fournir en armes auprès de différents vendeurs européens. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur ces circuits? Quels sont leurs protagonistes? Et puis vous insistez bien que cette circulation semi-légale des armes, elle est quand même d'un volume supérieur à celui de la contrebande, qui est précisément l'objet de votre livre. Oui, exactement. Le conflit espagnol, donc, comme vous l'avez expliqué très rapidement, il donne lieu à une décision collective, celle de la non-intervention, du plan de non-intervention qui se matérialise avec un comité, et ce comité établit une liste du matériel prohibé à l'exportation. La situation d'embargo, de fait, sépare les circulations, les flux de matériel en 3 catégories. D'abord, le marché blanc, le marché légal. C'est-à-dire qu'on peut envoyer au début du conflit des avions civils, et d'ailleurs la France enverra beaucoup d'avions désarmés à destination de l'Espagne, pas seulement d'ailleurs, des avions désarmés, aussi quelques avions militaires. On peut envoyer des camions, c'est légal d'envoyer des camions en Espagne, mais il y a d'autres matériels qu'il est totalement interdit d'envoyer. Donc on a en face un marché noir, le marché totalement illégal. Et entre les deux,
Ce qui est très important, c'est ce qu'on peut appeler le marché gris, entre le blanc et le noir, c'est-à-dire un marché qui profite d'un système, d'un appareil juridique, économique, qui permet ces exportations. Donc les exportations russes passent par ce système, on fait des contrats, on a des licences d'exportation, c'est-à-dire que par exemple les armes sont achetées en Pologne, auprès d'un gouvernement d'extrême droite, et les armes officiellement sont destinées au Paraguay, à la Grèce ou à la Chine, mais en fait elles s'arrêtent en route en Espagne républicaine. Mais ce système, même si personne n'est dupe, il permet au moins de protéger légalement certaines opérations. Ça vaut aussi pour le système financier qui permet d'opérer certains achats. Et d'ailleurs, vous avez souligné l'importance de l'or de Moscou, mais ce canal soviétique va donner lieu à des livraisons de matériel de guerre depuis la Russie, mais l'or qui est envoyé à Moscou servira aussi à acheter des armes partout ailleurs, mais par la main de l'ambassade républicaine. Et ça, ce sera le fait de commissions d'achat, le plus souvent, qui sont installées à Paris. Il y en a 3 successives, et qui achètent, grâce à des trafiquants d'armes, des lots de matériel un petit peu partout. Et au total, c'est un montant assez important. Il faut souligner que l'Espagne républicaine, c'est la 5e réserve d'or mondiale au début du conflit, et il y a à peu près 700 millions de dollars qui sont dépensés dans la guerre, et 250 millions, je crois, de mémoire, sont dépensés pour du matériel de guerre en URSS. Il y en a à peu près 100 millions de dollars qui sont dépensés pour du matériel de guerre depuis Paris, depuis ces commissions d'achat dont je vous ai parlé. Alors évidemment, le volume et donc le montant des dépenses pour la contrebande est plus faible. Alors vous ne donnez pas de chiffres parce que évidemment on ne peut pas le connaître puisque les seuls éléments dont on dispose sont les sources de police qui traitent ces affaires criminelles. Donc c'est pas le moins paradoxal pour des activités illicites. Et donc de quelles sources avez-vous pu disposer pour analyser le trafic illégal ? Avant de venir sur ces sources, je voudrais parler de ce travail sur la clandestinité, de ce travail sur les sources en général et de ces sources de police, parce qu'elles interrogent souvent par leur statut. Pourquoi ? Parce que des archives de police, c'est aussi un regard policier porté sur le monde. Des archives de police, c'est parfois un travail bâclé, pardon. C'est-à-dire que certains policiers sont comme n'importe quel travailleur, vont faire vite, mal, certaines tâches parce qu'elles veulent rentrer chez elles, il est 17h et ça, les policiers n'y échappent pas. Ces informations de police, elles subissent aussi des déformations extérieures ou même internes des propres policiers qui vont grossir certaines menaces. Elles vont subir un certain travail de filtrage, c'est-à-dire que parfois, si on veut obtenir justement des crédits supplémentaires pour avoir les 5 policiers qu'on réclame depuis quelques années sur un poste frontière, on va dire que justement il y a une vraie menace. Et là, la guerre civile espagnole a fait exploser cette menace et il faut absolument donner des crédits pour surveiller cette frontière. Donc on grossit parfois certains faits. Malgré tout, on a des informations qui sont très précises. Ces informations... il faut les recouper, évidemment. Alors, il y a tout un travail des policiers eux-mêmes, de trouver une information, de la transformer en renseignement, et puis de les recouper entre les différents services, parce que une caractéristique peut-être à cette époque est qu'on peut compter énormément de services de renseignement, français ou étrangers, mais qui ne communiquent pas toujours entre eux. Donc après, sur un phénomène transnational comme celui-ci, en tant qu'historien, on va essayer de recomposer un peu toutes les pièces du puzzle, parfois de manière incomplète. Et pour le compléter, on a des archives qui ne sont pas que des archives de police, heureusement, des témoignages. Certains militants ont témoigné après coup, dans quelques livres, dans des mémoires ou dans des manifestations politiques, et certains le font durant le conflit, c'est-à-dire qu'ils vont dans des journaux dire voilà... ils publicisent leur lutte, ils vont dire qu'ils ont transporté tant de fusils, de pistolets pour la cause révolutionnaire, donc on peut recroiser un petit peu les informations, d'ailleurs des journaux qui sont lus par les policiers. Et on a aussi de la documentation qui peut être produite par des trafiquants ou par des militants qui va être saisie par la police, donc on va les retrouver des carnets de notes, des échanges épistolaires, ou alors conservés par ces militants et ensuite déposés dans des centres d'archives. Je pense par exemple aux archives situées en Suisse du militant Lucien Tronchet, qui avait annoté sur son petit carnet toutes les dates et tous les passages de la frontière avec combien de fusils envoyés à chaque fois à destination de l'Espagne républicaine. Donc en recroisant toutes ces informations, on arrive à quelque chose d'évidemment incomplet comme n'importe quel phénomène, mais parfois relativement précis. Vous écrivez, Pierre Salmon, que, je vous cite, « La contrebande d'armes destinée au conflit espagnol
est indissociable de la lutte antifasciste conduite en France. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de la France dans ce livre, pas seulement du fait de sa proximité géographique, c'est de l'autre côté des Pyrénées. On sent que la guerre civile espagnole, quelque part, est aussi une affaire franco-française. Alors tout à fait, l'affaire franco-française, vous citez là peut-être Pierre Laborie, qui a expliqué comment le conflit espagnol était perçu en miroir des luttes politiques intérieures françaises. Véritablement, c'est un drame français, la tragédie espagnole mobilise en France. D'ailleurs, pas seulement en France, en Suisse, en Belgique et ailleurs. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé des relations internationales, d'une affaire d'État, de l'embargo, des livraisons de certains pays. Mais cette cause républicaine, c'est aussi une mobilisation transnationale qui dépasse largement le cadre interétatique et qui peut se lire à travers l'échelle humaine, l'échelle des partis, l'échelle des syndicats, l'échelle des comités politiques qui sont fondés avant la guerre civile espagnole, qui existent déjà, ou alors qui sont fondés à l'occasion de la guerre civile espagnole pour défendre la cause révolutionnaire, antifasciste et d'autres. Et ces comités vont mettre en place tout un travail qui est un travail humanitaire. On envoie des vêtements, des vivres, des médicaments à destination de l'Espagne, un travail de propagande très important aussi. On manifeste, on fait des reportages, on documente la cause espagnole. Et ils vont aussi être proches de toute la mobilisation qui est celle des départs de volontaires. On pense aux brigades internationales, quand même 14 000 personnes qui sont parties de France, et enfin de la contrebande d'armes. Poursuivre dans la situation française, vous faites un premier chapitre sur comment écrire l'histoire d'un antifascisme de combat. Parce qu'en effet, classiquement en France, l'antifascisme naît à la suite des émeutes antiparlementaires du 6 février 1934, qui ont fait craindre un péril fasciste similaire à ce qui s'est produit en Allemagne et en Italie. Et c'est d'ailleurs la même année, en 1934, que le Parti communiste français choisit d'abandonner la lutte de classe contre classe pour s'unir à d'autres forces antifascistes. La France de l'entre-deux-guerres, elle est marquée par le souvenir de la boucherie de la Première Guerre mondiale, le plus jamais ça, et le pacifisme est largement répandu, et même l'antimilitarisme. Comment est-ce que ce mouvement antifasciste réagit face à la double injonction contradictoire qui est, d'une part, ne pas vouloir prendre les armes par pacifisme, et d'autre part, devoir quand même lutter contre les forces fascistes qui, elles, sont armées? Alors effectivement, il y a beaucoup de lignes de fracture. Elles tombent parfois, ces lignes, ces limites, ces obstacles. Je vous ai parlé tout de suite du départ de volontaires, qui est quand même un phénomène qui n'est pas un phénomène mineur, quand on pense aux environ 35 000 personnes, au total, je dépasse le cadre français, qui sont partis combattre dans les brigades internationales. Ce qui est important, c'est ce rapport à la légalité. Il me semble qu'on peut le souligner. Il y a un jeu qui est fait avec la légalité. Est-ce qu'on s'accommode de cette légalité ou est-ce qu'on la refuse, cette légalité ? Ça, on peut la refuser par conviction révolutionnaire. Certains dénoncent justement les lois, l'embargo, en dénonçant cet embargo comme un embargo bourgeois. On parle des social-traîtres comme Léon Blum, je cite les militants révolutionnaires de l'époque, qui dénoncent cet embargo et donc qui vont vouloir faire un trafic d'armes par motivation vraiment révolutionnaire. Et pour eux, illégalité n'est pas forcément synonyme de illégitimité. Et ce combat, cette cause républicaine, elle doit aussi se lire dans la continuité d'autres combats qui avaient été menés. Il y a certains militants qui d'ailleurs sont passés par la case prison des années avant, d'autres qui sont habitués aux bagarres en marge des manifestations. Donc ça, c'est important. Autre chose qui compte, c'est le rapport à la guerre, évidemment. Les personnes refusent en France, je parle en France, on refuse à peu près tout. On refuse la guerre, on refuse ce combat, ce conflit, cette perspective d'un conflit mondial. On la sait imminente, mais on la veut surtout, on veut surtout l'éviter. Ce refus de la guerre, il va jouer dans une certaine mesure où le trafic d'armes, il est associé à une image très négative. C'est celle des marchands de mort, des munitionnaires, des trafiquants de mort, et j'en passe. Ceux qui auraient, en tant que profiteurs de guerre, gagné énormément d'argent pendant cette Première Guerre mondiale, pendant que d'autres, dans les tranchées, combattaient vaillamment, mais mouraient à cause de dirigeants politiques qui, associés à certains capitalistes, voulaient faire durer la guerre pour gagner toujours plus d'argent. Est-ce que ces lignes de fracture sont aussi présentes du côté espagnol ? Parce que schématiquement, le camp républicain est composé de communistes et d'anarchistes. Est-ce que là aussi, les mêmes tensions idéologiques sur le rapport aux armes existent ? Est-ce qu'il y a des différences entre les deux groupes ? Alors effectivement, cette fracture, elle existe aussi en Espagne.
À la différence près, pour commencer, il faudrait souligner qu'en Espagne, les forces révolutionnaires sont bien plus nombreuses. On a la Confédération nationale du travail qui compte plus d'1 million de militants. Au début du conflit, c'est certainement incomparable avec le cas français où les anarchistes existent, mais sont une force très minoritaire, surtout en comparaison d'autres forces politiques comme les socialistes ou les communistes. En Espagne, plusieurs facteurs vont jouer. D'abord, le fait que si ce pays compte énormément d'officiers, peu de personnes ont fait le service militaire, donc on a un rapport à la guerre assez spécifique. Et dans la reconstruction de l'armée qui a lieu dès le début du conflit, il y a tout un débat sur la militarisation des milices. Est-ce qu'on s'organise dans des milices autonomes qui ne sont pas forcément des milices qui respectent certaines règles militaires, comme la hiérarchie, on va voter, il y a de l'auto-organisation. Et donc, petit à petit, on va reconstruire cette armée sur des bases classiques et certains vont s'y refuser par motivation révolutionnaire. Autre ligne de fracture, c'est la révolution. Cette révolution, est-ce qu'on va jusqu'au bout de cette révolution ou est-ce qu'on la met plutôt entre parenthèses le temps du conflit? Alors on a souvent opposé, de façon peut-être un peu caricaturale, guerre ou révolution. Pour beaucoup d'anarchistes, c'était plutôt la manière d'articuler les deux qui comptait. Comment on fait la guerre et la révolution. Et il y a eu quand même une grosse opposition qu'il faut souligner entre d'un côté des révolutionnaires, d'autres des partisans d'une centralisation des efforts et donc d'un abandon de la cause révolutionnaire. Et cet affrontement notamment aura lieu en mai 1937. On parle d'une guerre civile dans la guerre civile, avec d'un côté anarchistes et certaines forces du POUM, qui est un groupe marxiste anti-stalinien en Catalogne, et de l'autre, le gouvernement républicain, surtout appuyé par le Parti communiste espagnol, qui lui dit qu'il ne faut surtout pas aller au bout de la révolution parce qu'on pourrait s'aliéner les petits paysans, les petits artisans, les commerçants, certains chefs d'entreprise qui pourraient et devraient même être des alliés dans ce conflit contre l'insurrection militaire. Donc il y a une opposition, mais il faut quand même souligner que malgré tout le monde est d'accord sur le principe de continuer la guerre et en plus, beaucoup d'anarchistes et d'autres, dans toutes les forces finalement, vont être les partisans d'une reconstruction de la légalité républicaine, vont être les partisans justement de cette mise en parenthèse de la révolution. C'est-à-dire qu'on a une ligne de fracture qui transcende tous les partis et toutes les organisations politiques. Les deux, communistes et anarchistes en tout cas, se mettent d'accord, sont d'accord pour poursuivre la guerre, et pour ça il faut des armes, il faut pouvoir acheter des armes. On voit que les républicains communistes ont un soutien de l'URSS, ils arrivent à créer des circuits comme ça pour acheter les armes. Les anarchistes, eux, n'ont pas de circuit organisé. Alors, quels moyens ils mettent en œuvre pour se procurer des armes ? La différence, effectivement, pour ces anarchistes, ces forces révolutionnaires, c'est qu'elles n'ont pas forcément les moyens du gouvernement républicain, surtout dirigé par des socialistes, et appuyé par les communistes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens diplomatiques, ils n'ont pas les moyens économiques qui sont nécessaires à des achats d'armes en grande quantité sur la scène internationale. Donc ils mettent en place d'autres techniques qui relèvent d'autres réseaux, d'autres leviers. Ils s'appuient notamment sur des militants français, suisses, belges ou autres, et ils fondent des comités comme le comité pour l'Espagne libre, dont je parle dans l'ouvrage, qui vont servir à organiser de la contrebande en parallèle d'un travail humanitaire. Et alors, ces circuits de contrebande, est-ce qu'ils restent amateurs pour l'essentiel ? Est-ce qu'ils sont plus organisés ? Est-ce que finalement, au fur et à mesure que les gens acquièrent de l'expérience, est-ce que des circuits se structurent en filière vraiment de transit d'armes ? C'est vrai qu'il y a toujours une opposition qu'on opère assez régulièrement entre filière amateur, artisanale d'un côté et plus professionnelle de l'autre. Je serais parfois plus prudent sur ce terme amateur parce qu'il y a de vrais risques. C'est une activité à plein temps et même certains s'y fatiguent. Même le cas Jean Jérôme, militant communiste, qui parle au tout début du conflit. Les communistes au tout début du conflit s'emploient dans la contrebande avant d'avoir un trafic de plus grande ampleur. Et il parle d'un militant qui meurt en fait d'épuisement à force de faire des allers-retours avec des armes depuis Saint-Étienne. Parce qu'on transporte les armes à dos d'homme et on passe le col des Pyrénées, ou est-ce qu'il y a des camions qui sont laissés passer par des douaniers plutôt sympathisants ? Alors, il y a un peu de tout, en fait. Petit à petit, c'est là que les choses se structurent. Il y a des choses tout à fait, on pourrait dire, spontanées, un trafic spontané qu'on observe dans les premiers jours du conflit. Des personnes qui, par exemple, des Espagnols, partent de France, vont s'engager dans les forces républicaines, quelles qu'elles soient, mettent quelques pistolets qu'ils ont pu acheter, fusils dans le camion ou dans la valise, et partent avec tout ce qui est jugé nécessaire pour défendre le gouvernement républicain, la cause antifasciste contre l'insurrection militaire.
Et petit à petit, évidemment, on se structure, on met en place des systèmes de navettes avec des camions, on fait passer aussi avec des réseaux de contrebandiers à dos de mulet dans certains espaces. Et il y a aussi une technique qu'on appelle maintenant du go fast qui est employée, c'est-à-dire qu'une première voiture, là ce sont des contrebandiers, on va dire à plein temps, et avant la guerre civile et après la guerre civile, pour eux, on en parlera. La guerre civile est une opportunité économique parmi d'autres. Et donc, on a une première voiture qui passe à basse allure. Et cette voiture vérifie s'il n'y a pas de barrage de police. Et une deuxième voiture avec la cargaison, elle passe et peut, plus gros bolide, fuir le cas échéant si jamais un contrôle va avoir lieu. Vous montrez, Pierre Salmon, que parmi les révolutionnaires, tous ne basculent pas vers la légitimation de la lutte armée et encore moins prennent part à ce trafic illégal d'armes. Vous avez recensé seulement 96 arrestations suivies de jugements en France, mais ça c'est seulement peut-être la part immergée de l'iceberg, c'est les seuls qui sont documentés par les sources de police. Donc quel est le profil de ces militants qui s'impliquent réellement dans le trafic d'armes illégales ? Effectivement, 96 arrestations, et ces 96 arrestations, on peut se demander combien de contrebandiers. D'ailleurs, certaines personnes sont arrêtées plusieurs fois, donc ce qui signifie qu'on a vraiment peut-être peu de personnes qui sont prises dans des mailles d'un filet assez resserrées. Les arrestations, il y en a ailleurs, il faudrait souligner des arrestations que je n'ai pas comptées ici dans ces 96 qui ont lieu en Suisse, en Belgique, et aussi des mesures administratives expéditives qui sont difficiles à documenter, par exemple des refoulements de militants anarchistes espagnols qui rentrent sur le territoire français et d'autres. Bon, ces 96 arrestations, dans tous les cas, c'est beaucoup moins que les 14 000 départs de France. Pourquoi ? Parce qu'on a une image, je le disais tout à l'heure, négative des marchands d'armes, on a le pacifisme qui rentre en ligne de compte également. Alors tout ça, la conclusion de tout ça, c'est qu'on arrive sur des militants qui ont un profil assez spécifique, des personnes qui ont déjà des liens avec l'Espagne, le plus souvent, qui sont des militants, on pourrait dire, professionnels, à plein temps. On parle des fois de révolutionnaires professionnels, des révolutionnaires itinérants, qui ont fait plusieurs révolutions. Et ce sont des personnes qui ont du temps à donner pour la cause et qui s'emploient d'ailleurs sur les différents fronts de l'antifascisme, c'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtent pas forcément sur ces envois d'armes, mais aussi sur l'accueil d'enfants réfugiés dans des colonies, l'organisation du contre-espionnage anarchiste en France et d'autres choses. Je rebondis sur une expression que vous avez employée, c'est sur le filet plus ou moins lâche. Ça m'amène deux questions. La première, c'est à quoi correspondent les moments de détente finalement sur cette frontière ? Parce qu'elle est parfois assez solide, assez hermétique, et puis de temps en temps, on a l'impression qu'on peut faire passer plus facilement les choses. Et deuxièmement, vous vous concentrez essentiellement sur le côté français, puisque ce sont les principales archives que vous utilisez, mais il y a aussi des douanes de l'autre côté, j'imagine. Donc, est-ce qu'une fois qu'on a passé les barrières françaises, est-ce que de l'autre côté, on n'est pas aussi parfois contraint par les douanes espagnoles ? Alors effectivement, il y a des cas documentés d'arrestation par les douanes espagnoles, notamment quand la République reprend les choses en main, on va dire, en Catalogne, installe des carabiniers à la frontière et va filtrer des armes, le passage d'armes à destination des révolutionnaires. On a aussi, avant ça, des anarchistes qui, si on ne montre pas la carte CNT, un laissez-passer ou d'autres, vont arrêter ces armes, vont les saisir et vont arrêter ces cargaisons, les saisir et les transmettre à d'autres militants pour la défense de la cause. Donc on a un filtrage en Espagne qui est peut-être plus difficile à documenter, mais qui existe. Le principal filtrage a lieu en France, sur l'entrée du territoire, parce que beaucoup d'armes sont achetées en Belgique ou en Suisse. C'est moins cher, c'est plus facile, meilleur marché, meilleure qualité. Et premier passage, qui est assez difficile, et ensuite la frontière pyrénéenne. D'une manière générale, ce contrôle sur ce trafic, il est assez fort. Il y a une détente qui aura lieu, on parle de non-intervention dans un premier temps, et puis après d'une non-intervention relâchée. Non-intervention relâchée à partir surtout de l'été 1937. Et cette non-intervention relâchée, elle est surtout à destination des envois qui profitent d'une couverture légale. Donc ça ne signifie pas forcément qu'il y a un appui donné pour tous les envois, et quels qu'ils soient, et surtout pas pour les envois des forces révolutionnaires. Cependant, il faut souligner quand même que il y a des décisions étatiques, gouvernementales, mais il y a aussi des fonctionnaires, et les fonctionnaires peuvent
fermer les yeux, laisser passer des cargaisons, selon leurs propres convictions, leur rapport à la légalité. Ils pourraient défendre la République espagnole, mais refuser de laisser passer de la contrebande. Ou même, c'est assez documenté, il y a beaucoup de preuves dans les archives de douaniers, de policiers, qui reçoivent des consignes pour fermer les yeux à partir de l'été 1937 sur des passages de marchandises, mais qui le refusent, simplement parce que pour eux, la loi est telle qu'elle est et elle doit être respectée. Tous les militants, on l'a dit, ne deviennent pas forcément des trafiquants d'armes, et vous reprenez dans un passage très intéressant les réflexions des sciences sociales sur la notion de l'engagement. Et là, en plus de la frontière géographique qu'il faut traverser, il y a aussi une frontière mentale et sociale qu'il faut franchir pour ces individus pour accepter de faire de la contrebande. Donc pourquoi est-ce que certains militants arrivent à passer le cap de l'intention et s'engagent vraiment ? Alors effectivement, il me semblait important pour donner un petit peu de sens à tout ça, de prendre un petit peu de hauteur et d'aller lire ce qu'il se faisait sur d'autres terrains historiques, mais aussi dans d'autres disciplines, en anthropologie, en sociologie ou autres. Très rapidement, il m'est apparu qu'il y avait une notion importante qui était celle des frontières sociales. Et les frontières sociales, ce sont celles de groupes sociaux. C'est une frontière mouvante, difficile à installer. C'est différent d'une frontière matérialisée par une barrière de douane. Et cette frontière sociale, elle relève de plusieurs choses. Des questions morales, des questions de compétences, des questions de réseau, des questions de ses propres connaissances interpersonnelles. Est-ce qu'on fait partie du groupe social qui peut être à même d'obtenir des armes ? Et pour cela, est-ce qu'on a des connaissances ? Est-ce qu'on a des compétences linguistiques ? Est-ce qu'on a aussi des réseaux pour aller à l'étranger, pour transporter ces armes ? Et finalement, il semble que ce sont les militants qui disposaient de ces compétences qui ont pu s'engager plus à fond dans des opérations de contrebande. Et la question de la moralité, qui est difficile à mesurer, et surtout avec ses sources, je pense, compte beaucoup. On voit dans le livre qu'il y a ces passages comme ça qui permettent d'élever le débat et le niveau de réflexion. Puis il y a d'autres passages où on est vraiment à hauteur de terrain, à hauteur d'homme. C'est un des intérêts de votre livre parce que vous présentez toute une galerie de personnages qui ont été impliqués dans ce trafic. Et parmi ceux-là, il y en a un certain qui m'a intéressé qui s'appelle Facundo Roca. Pour nous en rendre compte un peu, est-ce que vous pouvez nous décrire cet homme et son parcours ? En quoi il vous a intéressé ? Merci, parce qu'il me semblait important pour moi de donner de la vie, de la chair à ce récit, de mettre de l'humain finalement, et de faire une histoire, d'écrire une histoire par le bas, et pas seulement une histoire du point de vue des dirigeants politiques, du point de vue des relations internationales, qui peut être très intéressante à beaucoup d'égards, mais qui disait peut-être pas tout de ce phénomène. Et dans ce phénomène, on retrouve des militants comme Facundo Roca, qui est un militant anarchiste espagnol, qui a un parcours assez intéressant parce que il fait partie de la CNT et de la FAI, donc de la Confédération nationale du travail, et de la Fédération anarchiste ibérique, qui sont des organisations un peu jumelles, si on veut, pour caricaturer. Il a vécu en France. Facundo Roca, il est rentré en France assez jeune. Il a travaillé en France comme maçon dans la région lyonnaise. Donc, grâce à ça, il a des compétences, il a un capital culturel, des compétences linguistiques. Il connaît aussi le pays et certains codes sociaux qui peuvent être utiles. Et Facundo Roca, il a, à son retour en Espagne, eu énormément de responsabilités politiques. Il est mandaté au début du conflit par le comité central des milices antifascistes de Catalogne, qui est situé à Barcelone, qui est une organisation unitaire avec différentes forces politiques de Catalogne, quasiment toutes les forces politiques en fait. Et il a, grâce à ça, un capital symbolique qui lui donne du pouvoir, un mandat pour aller acheter ses armes. Toutes ces compétences cumulées font de lui un militant important, incontournable de la contrebande, et pas seulement, puisqu'il fait partie de ceux qui s'engagent sur les différents fronts de l'antifascisme. Et on va le retrouver à la CNT, dans différentes tâches, parfois bien différentes, durant tout le conflit. Oui, on voit que les frontières entre ces différentes organisations anarchistes sont mouvantes. Dans les descriptions de ces contrebandiers, parmi les qualités qu'on peut leur prêter, beaucoup entrent dans le registre de la virilité. Il faut sans doute des cojones, pour employer le terme espagnol, pour faire partie de ces réseaux. Mais est-ce que c'est un univers essentiellement masculin ? Quels sont les rôles occupés par les femmes ? C'est une question assez importante, puisque la contrebande est un phénomène illégal et politique, et à ce titre, il y a des biais qui sont dus à des clichés virils autour de cette activité. D'abord, par rapport aux sources politiques.
Souvent, pour cette activité, pour l'engagement politique, on fait appel dans les sources à la description d'une action courageuse, de la droiture, de l'action, qualité qu'on prête moins aux femmes à cette époque. C'est une histoire qui est écrite au masculin, et Mercedes Yusta, pour l'histoire du maquis antifranquiste, l'a très bien démontré. Par ailleurs, c'est aussi la contrebande, une activité souvent qui se passe dans la montagne, de nuit, donc il y a aussi l'exploit sportif masculin, hein, l'histoire de l'alpinisme est aussi une histoire masculine. Hein. Et ce phénomène, il est documenté par des archives de police et des archives judiciaires, qui elles-mêmes vont reproduire ces clichés et qui vont produire un phénomène d'invisibilisation des femmes qui s'engagent. On retrouve des exemples, hein, j'en parle dans l'ouvrage, d'arrestation avec une femme qui est Jeanne Van Simmertier, qui dit... Elle est avec son mari, proxénète, et elle dit mon mari m'a amené là pour me divertir. Et l'enquête ne va pas beaucoup plus loin la concernant. On peut imaginer qu'elle avait un rôle peut-être beaucoup plus important. Et les seules femmes qu'on peut retrouver dans ces sources sont des femmes qui sont déjà considérées comme marginales. Des prostituées, des anarchistes, des femmes de cabaret, qui sont déjà surveillées, qui sont déjà considérées comme immorales. Et d'ailleurs, les rapports de police insistent longuement sur leur immoralité qui peut les conduire à faire des tâches qui les fait sortir de leur qualité dite féminine. Est-ce qu'elles sont moins actives ? En fin de compte, c'est difficile à jauger. On a peut-être seulement une partie émergée de l'iceberg. C'est sûrement sous-évalué, mais on retrouve quand même, en fouillant, en faisant bien attention dans la lecture des archives, certaines femmes qui ont été certes exclues des discours, mais qui ont eu un rôle actif, et en étant bien attentifs, on peut revaloriser leur action, en tout cas la visibiliser un petit peu plus. Vous avez employé le mot de proxénète et ça m'amène à la question suivante, c'est qu'on voit que d'autres sphères sont impliquées pour optimiser le trafic. Il n'y a pas que des militants politiques. Les contrebandiers, certes, vont acquérir de l'expérience sur le tas, mais ils partent de pas grand-chose. Et ils ont besoin de trouver des relais dans d'autres domaines de la société, dans la zone grise, pour mettre en place leur trafic. Vous montrez par exemple qu'ils font affaire avec des vrais bandits. Par exemple, les Marseillais Carbonnet et Spirito, qui sont les initiateurs de la fameuse French Connection, hein, le trafic d'héroïne. Est-ce que cette collaboration avec les bandits professionnels, entre guillemets, est efficace d'une part ? Est-ce que ça permet de se procurer des armes ? Et à quel coût, finalement ? Et d'autre part, est-ce qu'elle n'a pas pour conséquence d'attirer encore plus l'attention de la police qui suit les bandits et qui se trouve aussi déporter son attention sur ces contrebandiers ? Alors, je dirais qu'elle est désagréable mais efficace, cette collaboration. Pourquoi ? Parce que vous avez des militants qui sont certes, je l'ai dit tout à l'heure, habitués, connaisseurs de la clandestinité, parce qu'ils ont été réprimés pour leurs idéaux, pour leurs actions. Certains ont passé des années en prison en tant qu'antimilitaristes, d'autres pour certains faits politiques, pour participation à des manifestations, et j'en passe. Mais une chose est d'avoir été réprimé et de connaître certaines sphères clandestines. Une autre est de connaître et de maîtriser le contexte de la contrebande. Et pour ces raisons-là, ces militants sont très dépourvus, ils ne connaissent pas les circuits d'achat d'armes. Ils doivent s'appuyer sur des acteurs comme ceux de la French Connection et d'autres proxénètes et d'autres, on dirait, personnages de la mafia, mais qui sont finalement des acteurs qui relèvent de la criminalité organisée. Et je l'ai dit, c'est désagréable, mais c'est relativement efficace. Pourquoi et comment on le mesure ? Même si les archives et les témoignages, en tout cas militants, et les archives politiques reviennent sur cette expérience dans des mots, dans l'anecdote, mais aussi dans des mots, dans le mauvais souvenir, on pourrait dire, on se rend compte, en lisant les archives, que cette collaboration dure plusieurs mois. Et elle est répétée. Donc on continue à faire appel à ces acteurs-là. Est-ce qu'ils sont plus visibles que les anarchistes ? Je ne sais pas. J'imagine qu'un policier ira autant arrêter un militant anarchiste qui est déjà surveillé, plutôt que certains contrebandiers professionnels ou acteurs de la criminalité organisée, en sachant que la criminalité organisée se démarque par sa très forte proximité avec les milieux politiques. Donc peut profiter de certaines complicités, peut profiter de complicité aussi auprès de certaines forces de l'ordre pour mener à bien ces opérations illégales.
des accointances avec le milieu politique, mais aussi avec les avocats. Et d'ailleurs, là, c'est le deuxième personnage sur lequel on peut revenir. C'est un Français cette fois-ci, c'est un avocat, maître Henri Torres. Il m'a paru particulièrement intéressant à présenter parce que lui aussi, il évolue dans cette zone grise. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots ? Alors, Henri Torres, c'est un personnage assez atypique et très intéressant. Il a été l'avocat des anarchistes. Beaucoup d'anarchistes espagnols réprimés durant la dictature, surtout de Primo de Rivera ou après, partent en exil en France. Il y a des comités de soutien qui sont fondés. Et en France, la question est est-ce qu'on les extrade, on les expulse ou ils pourraient être exécutés, comme ça a été le cas à plusieurs reprises. Et Henri Torres est l'avocat de ces anarchistes espagnols, Durruti et d'autres. Donc il est déjà en contact avec ces militants révolutionnaires. Et par ailleurs, Torres, c'est un politique proche de toutes les sphères de gauche françaises. Des sphères communistes, des socialistes, il est proche des Léon Blum, des anarchistes. Et il est, en tant qu'avocat, mais aussi homme politique, il a été au contact de certains proxénètes. Il a défendu en tant qu'avocat des proxénètes et il a aussi eu recours à certains Carbone et Spirito en tant qu'agents électoraux durant les campagnes électorales. C'était une pratique relativement courante de faire appel à des gros bras dans les campagnes électorales. Et lui, ça a été le cas avec Carbone et Spirito. Donc on se rend compte qu'il fait la connexion entre, d'une part, des milieux politiques français, espagnols et ces acteurs de la criminalité afin de mettre en place ces opérations de contrebande. On le voit donc très bien, ces parcours individuels ne sont pas linéaires et les intérêts des uns et des autres peuvent s'enchevêtrer. Est-ce que d'ailleurs il y a beaucoup de place pour l'autonomie de chacun dans ce mouvement de contrebande ou est-ce que cela suit l'évolution des positionnements politiques des fractions révolutionnaires ? Parce qu'à ce propos, vous citez l'écrivain britannique George Orwell qui s'est engagé auprès des milices révolutionnaires du POUM en Catalogne en 1936-1937. Il en a d'ailleurs tiré un livre, Hommage à la Catalogne, et vous mentionnez que lorsqu'il se réfère aux nombreuses organisations anarchistes et syndicales, il évoque une véritable épidémie d'initiales. Donc, pour montrer vraiment le caractère mouvant de ces organisations. Donc, est-ce que ces organisations ont quand même la main sur ce trafic ou est-ce que c'est plutôt des initiatives individuelles ? Finalement, avec l'écriture d'une histoire à hauteur de femmes et d'hommes, on se rend compte que l'histoire de cet engagement n'est pas forcément l'histoire de ces comités. Il y a des personnes qui circulent d'un comité à l'autre, des personnes qui vont s'engager dans plusieurs comités. Je cite le cas de Picasso qui s'engage dans les comités quand il est mobilisé et sans forcément, peut-être toujours, dans certains cas, regarder la couleur politique, mais on se dit finalement qu'on va aller dans le comité le plus efficace, où il y a le poids aussi des interconnaissances personnelles qui est très important. Pour l'histoire de ces comités, il y a quand même une tendance générale à laquelle beaucoup d'histoires personnelles se raccrochent, c'est celle d'une aspiration unitaire dans un premier temps. On veut créer l'unité, un front commun antifasciste, c'est d'ailleurs l'histoire des fronts populaires, et cette unité n'est déjà pas totale au départ, et en plus, elle s'effrite avec le temps. Donc, il y a beaucoup de crispations. Ces crispations, elles se font autour de certaines questions, comme le rapport à la guerre, le rapport à la révolution, en Espagne, la participation ou non de la part des révolutionnaires au gouvernement républicain. Il faut savoir qu'en novembre 1936, il y aura 4 ministres de la CNT et certains militants des bases vont dire ce n'est pas possible, on refuse cette participation gouvernementale. Nous sommes des révolutionnaires et les révolutionnaires ne doivent pas participer à une force gouvernementale. Donc on a ces lignes de fracture et ces divisions, ces éclatements vont aussi participer à la multiplication des comités et aussi à la disparition de certains comités. Ce qui peut être intéressant pour ces comités, c'est aussi de souligner que si à l'échelle nationale, beaucoup vont s'opposer aussi entre la ligne communiste ou anticommuniste, et je parle ça d'une histoire de la gauche française, à l'échelle locale, on se rend compte qu'il y a certaines collaborations entre certains comités. Là encore, je crois que les interconnaissances personnelles jouent un rôle très important. L'assistance qui vient de France ne concerne pas seulement les armes. Vous avez dit qu'il y avait du matériel non militaire, alors des camions vides qui peuvent transporter autre chose que des armes. Et est-ce que les protagonistes et les deux volets finalement partagent des points communs ? Est-ce que les mêmes qui transportent les armes peuvent aussi transporter de la nourriture, des vêtements ou autre chose ? Il y a effectivement beaucoup de camions qui partent avec du lait condensé
Et sous le colis de lait condensé, on cache quelques pistolets, quelques fusils, et parfois même on le cache pas vraiment parce qu'on en parle dans la presse et on explique qu'on a envoyé à destination de l'Espagne la semaine passée tant de tonnes de marchandises avec tant de nombre de fusils ou de munitions. Donc on peut retrouver effectivement les mêmes protagonistes. Et si on retrouve ces mêmes protagonistes, c'est parce qu'il y a peu de militants qui s'engagent sur cette cause. C'est sur un monde de peu de militants. On a les mêmes protagonistes qui se fatiguent avec le temps. Un combat humanitaire qui va peut-être plus attirer que la contrebande illégale. Et il faut souligner que peu à peu, ce travail humanitaire, les envois de lait condensé, ce travail de propagande, les collectes de fonds pour la création d'hôpitaux, de colonies d'enfants, va peut-être plus attirer et mobiliser que la contrebande qui, peu à peu, va baisser et être abandonnée même par les forces révolutionnaires. C'est peut-être parce que ce travail est jugé plus efficace sur le plan politique que la contrebande. Et pour ça, il faut souligner que le travail de centralisation en Espagne est important et que ce travail de centralisation, il aboutit à faire que la République, par l'URSS et par d'autres voies, est celle qui centralise le plus d'achats et celle qui organise la distribution des armes dans la reconstruction d'une armée et d'un front républicain. En 1939, l'armée nationaliste avance en Catalogne. Elle pousse les républicains à l'exil en France. C'est la retirada. Et la France reconnaît le gouvernement de Franco par les accords Bérard-Jordana le 25 février 1939, c'est-à-dire avant même la fin de la guerre. Et c'est le maréchal Pétain qui est nommé ambassadeur en Espagne. Que deviennent ces acteurs de la contrebande à la capitulation des républicains parce qu'ils ont acquis un savoir-faire dans la dissimulation, dans la manipulation des armes? Est-ce qu'on va les retrouver dans la Seconde Guerre mondiale qui commence dans les mois suivants? Notamment, est-ce qu'ils s'intègrent dans les réseaux de la résistance? C'est une question importante aussi pour l'histoire des forces révolutionnaires en France. D'abord, quand je suis arrivé à la fin de ma thèse, plutôt enfin, à la fin de ma thèse, quand j'ai écrit l'épilogue, j'ai eu l'impression d'écrire une nécrologie. Dans beaucoup de cas, des arrestations, des internements, exécutions par la milice, par les forces d'occupation allemandes et d'autres. Donc beaucoup de militants continuent à s'engager et vont en payer le prix. Mais il y a aussi, dans une certaine mesure, et c'est le cas de beaucoup d'acteurs dont je parle dans ce livre, un retrait, et même une retraite personnelle. Beaucoup de personnes vont refuser de s'engager au moment de l'occupation, parce qu'elles se savent surveillées, pour certaines, et pour d'autres, parce qu'elles jugent peut-être que c'est pas leur guerre. C'est une question intéressante, c'est l'idée qu'on a une guerre impérialiste à laquelle on ne veut pas participer, ce qui, de leur point de vue, est bien différent d'une guerre comme celle d'Espagne, où on se trouve face au fascisme qui va attaquer la révolution. Donc on est peut-être sur des considérations bien différentes. Ce qu'il faut dire, c'est qu'évidemment, ce n'est pas le cas de tous les militants. On va retrouver, certains réseaux peuvent être réactivés. On a notamment la participation au maquis, quelques armes qui sont cachées, même si ça reste assez difficile à documenter avec des archives de surveillance, mais les témoignages existent à cet égard. Un dernier mot, Pierre Salmon, sur la couverture de votre livre, qui est magnifique. C'est un dessin qui est signé Aurel, que les lecteurs du Monde et du Canard enchaîné connaissent bien. Est-ce que vous pouvez nous le décrire pour les auditeurs? Je le mettrai bien sûr sur les réseaux sociaux. Et puis nous dire pourquoi vous l'avez choisi ou pourquoi vous l'avez commandé. Enfin, quelle est l'histoire de ce dessin? Je suis content de parler de cette couverture parce qu'elle me plaît beaucoup et ça a été une commande auprès d'un dessinateur dont j'apprécie énormément les travaux. Aurel, moi je l'ai connu grâce à un film que je conseille aux auditeurs, qui c'est Josep, un film qui raconte l'exil espagnol à travers l'histoire de Josep Bartoli, qui est un dessinateur catalan. Et ce film est un aller-retour entre les dessins de Josep et ce qu'on ne peut pas dire, et ce que Josep ne dessine pas. Et c'est là où Aurel, avec son talent, a pu compléter ce récit, compléter cette zone grise, si vous voulez, propre à l'exil après la guerre civile espagnole. C'est une histoire de la défaite. Ensuite, il y a la qualité du dessin, tout ça est bien sûr subjectif, mais qui me plaît beaucoup. Et dans ce dessin qu'Aurel a proposé, il y a eu plusieurs choses qui reviennent et qui me semblent être un bon résumé pour conclure de cet ouvrage. Le caractère collectif du trafic d'armes et de la contrebande, l'abnégation qu'on peut lire sur des visages, mais qui sont aussi des visages anonymes,
On ne reconnaît pas tel ou tel militant, parce que c'est une œuvre collective et c'est une histoire le plus souvent d'anonymes écrite par le bas. Et puis évidemment, on voit la frontière et on voit toute la précarité qui entoure cette pratique, qui est pas éphémère, mais qui dure et qui s'épuise sous l'effet de la répression, sous l'effet de l'épuisement, malgré tout. Oui, c'est ce qu'on voit sur la couverture. On voit un groupe d'hommes qui est en train de passer la montagne avec un pistolet géant qu'il porte, et puis un autre qui est au bout du canon d'un fusil qui est en train de regarder au loin. Donc c'est effectivement ça. Merci beaucoup Pierre Salmon. Merci. Pour avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le titre de votre livre, Un antifascisme de combat, Armer l'Espagne révolutionnaire 1936-1939. C'est préfacé par Nicolas Offenstadt et c'est aux éditions du Détour. C'est déjà disponible en librairie. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup Pierre Salmon. Merci.